patrimoine.org. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 8h12 sur Radio Classique, c'est l'heure de retrouver Célestine Gentilhomme pour l'éditorial avec Le Figaro. Célestine, bonjour. Bonjour. La fin d'année approche, on y est, et déjà c'est l'heure des bilans. L'Institut Verian dresse un baromètre des personnalités politiques pour Le Figaro Magazine, et cette fois zoom sur ceux qui ont marqué des points ou qui en ont perdu en 2025. Et avant de distribuer les trophées, rappelons d'abord le principe du baromètre. La question est simple, quel homme ou femme politique les Français veulent-ils voir jouer un rôle important dans les prochains mois ? Cette année encore, sans surprise, c'est Jordan Bardella qui s'impose avec une cote d'avenir jaugée à 43%. Et son avenir, justement, a changé de dimension en 2025. Oubliez la déception de la dissolution. Ces derniers mois, le jeune patron du Rassemblement national les a passés à tenter de se tailler un nouveau costume, celui de présidentiable, qu'il endossera si et seulement si la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen est confirmée en appel en février prochain. D'ailleurs, malgré une année cauchemar, la double finaliste de la présidentielle n'est pas totalement sortie du jeu. 39% des Français lui prêtent encore un avenir politique. Quand d'autres ont en revanche plus de mal à se maintenir. Ouais, c'est particulièrement vrai pour deux anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. D'abord pour Édouard Philippe, qui avait déjà perdu la première place l'an dernier. Sa cote d'avenir a cette fois décroché de 6 points en 2025, à tel point qu'ils ne sont plus qu'un quart environ des Français à souhaiter voir le patron de Horizon jouer les premiers rôles. Alors est-ce là le contre-coup d'un départ trop précoce dans la course à l'Élysée ou de sa rupture brutale avec le chef de l'État dont il a appelé, souvenez-vous, à planifier sa démission? La sentence, en tout cas, est identique pour Gabriel Attal, dont on retiendra cette année aussi son divorce avec Emmanuel Macron. Et le pari est loin d'être gagné. Sa cote d'avenir chute à 25%. Puis il y a aussi ceux pour qui 2025 a été une année pleine d'espoir avant que tout s'effondre. Et forcément, on pense à Bruno Retailleau, omniprésent au ministère de l'Intérieur, homme fort de la droite et presque déjà candidat naturel de son camp, jusqu'à sa sortie ratée du gouvernement en octobre dernier. Le sénateur limite malgré tout la casse, moins de 3 points seulement pour finir cette année en montagne russe avec une cote d'avenir à 27%. C'est toujours mieux que Raphaël Glucksmann, qu'on avait quitté en 2024, auréolé par son bon score aux européennes, avant qu'il ne disparaisse totalement des radars. Jugé trop discret, trop frileux, il était finalement descendu dans l'arène face à Éric Zemmour en novembre. Un débat raté et des doutes sur sa capacité à se poser en présidentiable. Résultat, un Français sur 5 seulement veut aujourd'hui voir le social-démocrate en première ligne. Passé les mauvaises nouvelles, Raphaël Glucksmann peut quand même se rassurer. À en croire le baromètre, personne à gauche n'a trouvé grâce cette année aux yeux des Français. Célestine Gentilhomme pour l'éditorial avec Le Figaro. Merci Célestine, et puis bon week-end. À suivre l'invité de la matinale, alors qu'en 2025, la France a découvert au travers d'un rapport parlementaire que ses politiques d'aide sociale à l'enfance étaient un naufrage, alors qu'on s'est ému tout récemment du sort d'un enfant de 8 ans tondu par les adultes censés s'occuper de lui. Je reçois Céline Gréco, elle est médecin-chef à l'hôpital Necker et présidente de l'association Impact, et elle a des choses à dire sur la santé des enfants et des adolescents placés. Céline Gréco, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé, je le disais, cette association dont la mission est de favoriser, développer, promouvoir la santé, la scolarité et l'accès à la culture des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance. Alors je dis protégés par l'aide sociale à l'enfance, je le mets entre guillemets, parce qu'on n'est plus très sûr que l'aide sociale à l'enfance protège les enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport parlementaire qui est sorti l'an dernier. On va en parler dans un instant, mais avant ça, je dois vous faire réagir sur un événement qui a ému les Français et notamment les Parisiens. L'histoire de cet enfant confié à un établissement censé s'occuper de lui et qui a été tondu par l'une de ses éducatrices, qui plus est filmée. Vous connaissez parfaitement le secteur de l'aide sociale à l'enfance. Cette maltraitance est-elle un phénomène isolé ? Alors, vous voyez, le problème, c'est que, en fait, quand on parle des violences faites aux enfants, qu'elles soient intrafamiliales ou qu'elles soient institutionnelles, dans les maisons d'enfants, c'est qu'en fait, ça émeut quelques jours, et vous l'avez dit, ça émeut. Les gens bougonnent, les médias en parlent, et puis passent à autre chose, et on s'interroge jamais sur les causes réelles qui font qu'effectivement, aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est un naufrage, et que les violences y sont systémiques. La question est, qui a tondu ces enfants ? Eh bien, aucun n'était éducateur spécialisé. Ce sont des gens sans diplôme, comme dans 20 à 30% des cas, parce qu'en fait, il y a 30 000 postes vacants aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance. 91% des structures de l'ASE ont du mal à recruter des gens formés. Et donc, on confie des enfants à des gens qui ne sont pas éducateurs spécialisés, qui n'ont pas de diplôme, qui ont à peine le BAFA.
pour s'occuper d'enfants. Il est là le problème en fait. En Seine-Saint-Denis, par exemple, la nuit, 50% dans les structures, 50% des personnes s'occupant des enfants ne sont pas diplômées. Dans d'autres structures, c'est 20 à 30%. Enfin, vous voyez, on fait plus attention à qui on confie sa voiture. Et on est hors la loi ou pas ? Que dit la réglementation ? Que les gens qui doivent s'occuper des enfants doivent avoir un diplôme, des qualifications professionnelles reconnues, et donc on fait avec ce qu'on a ? Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a 30 000 postes vacants. Les jeunes ne veulent plus s'engager dans les métiers pour être éducateurs spécialisés. Et du coup, à l'occasion de ces affaires, sans s'interroger sur les causes, on jette le bébé avec l'eau du bain et on pointe l'ASE, mais sans réellement réfléchir aux problèmes systémiques de cette structure publique. On va y venir. Alors, on n'a pas attendu quand même en France ce malheureux épisode de cet enfant tondu par ceux qui étaient censés s'occuper de lui. Il y a eu ce rapport parlementaire adopté en avril par l'Assemblée nationale. Il constatait, je cite, l'un des rapporteurs, l'effondrement du système de l'aide sociale à l'enfance. Le rapport évoquait les manquements des politiques publiques, je dis bien les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, manquements d'autant plus préoccupants que l'aide sociale à l'enfance, que vous appelez l'ASE, concerne aujourd'hui, et je rappelle le chiffre parce qu'il est totalement ignoré de nos compatriotes, 400 000 mineurs français. Qu'est-ce qui ne va pas exactement ? Vous l'avez dit, on manque de 30 000 professionnels. Alors beaucoup de choses ne vont pas. La première étant que l'État s'est totalement désengagé de cette politique. Ça a été confié au département au moment de la décentralisation. Sauf qu'en fait, l'État ne participe à hauteur de 3% seulement des 10 milliards d'euros qui sont dépensés pour la protection de l'enfance chaque année. Et en fait, l'État s'est désengagé de cette politique, l'a confié au département, mais sans mettre les moyens nécessaires. Et aujourd'hui, les départements sont tributaires, figurez-vous, des ventes immobilières, des taxes perçues sur les ventes immobilières pour s'occuper de la protection de l'enfance. C'est-à-dire ? Eh bien, en fait, les départements ne financent la protection de l'enfance qu'en fonction des recettes qu'ils ont sur les ventes immobilières. Alors, vous imaginez bien que dans certains départements, ça permet de financer correctement la protection de l'enfance, et que dans d'autres départements, c'est une catastrophe. Vous êtes en train de me dire que ça n'est plus un devoir, mais une action résiduelle. Eh ben, on en est presque là. Et les départements sont complètement pris à la gorge pour financer cette politique. Donc, il faudrait que l'État se réengage. Regardez, on n'a plus de ministre dédié à cette politique publique depuis 2017. Ça prouve bien que ce n'est pas un sujet qui intéresse l'État. Et pourtant, les mineurs concernés sont 400 000. 400 000, ça fait bien 1 million de personnes, si on compte les parents, l'entourage immédiat, qui sont touchés, impactés par ces parcours de vie. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous rappeliez, docteur Céline Gréco, ce que c'est que ces mineurs, quel est leur destin, quelle est leur vie, quel est un parcours de vie pour que derrière les chiffres et derrière les sigles, on se représente les choses. Par exemple, on croit qu'en France, il y a des familles d'accueil qui accueillent les mineurs en difficulté ou les enfants placés, mais en fait, les familles d'accueil, c'est quasiment fini, c'est terminé. On manque terriblement de familles d'accueil. 400 000 enfants, c'est 2% de la génération des 0-18 ans, ce qui est quand même pas négligeable. Et ce sont des enfants qui sont... Alors, 400 000 enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, un peu plus de la moitié sont retirés à leur famille, donc confiés, soit en maison d'enfants à caractère social, l'ancien mot de foyer, des MEX, soit confiés en famille d'accueil. Mais on manque terriblement de familles d'accueil. Par exemple, à Paris, il en reste 60. Donc, alors qu'il y a 8000 enfants à Paris, 8600 et quelques à Paris, 8600 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, autrefois, les familles d'accueil étaient un peu majoritaires dans l'accueil de ces enfants. Aujourd'hui, elles partent progressivement à la retraite, elles ne sont pas remplacées, ce qui fait qu'on confie les enfants dans des structures de collectivité. En fait, les enfants sont placés dans des maisons d'enfants où ils sont 70, 80... ce qui est très difficile. Enfin, le collectif est difficile. Et donc, ces enfants sont retirés à leur famille sur des violences intrafamiliales graves ou du fait de négligences graves. Et donc, c'est des enfants qui, autrefois, pouvaient, par exemple, rentrer le week-end à la maison, passer les vacances à la maison. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus de place, on place beaucoup plus tard les enfants dans des situations beaucoup plus dégradées. Et c'est des enfants qui, finalement, vivent en collectivité 365 jours par an. Derrière les mots utilisés dans les médias, violence intrafamiliale, aide sociale à l'enfance, c'est un écran, en fait, pour pas voir Les Misérables. En vérité, c'est du Dickens. On est dans du Zola. C'est des histoires d'enfants qui sont abusés. C'est des histoires d'enfants dont un des parents est parti et puis l'autre est peut-être en prison ou l'inverse. C'est la grande précarité. C'est ça, en fait. Mais alors,
à la fois c'est ça, et à la fois c'est parce qu'on méconnaît les causes de violence. Mais en fait, on a tendance à repérer beaucoup plus facilement les enfants qui sont issus de milieux sociaux défavorisés, en oubliant totalement les enfants qui vivent dans le 8e arrondissement de Paris, dans le 7e arrondissement de Paris. Les violences touchent tous les milieux. Et en fait, la société l'a bien compris contre les violences faites aux femmes. On sait que voilà, une femme d'un avocat, d'un ministre, d'un médecin, d'un ouvrier peut être victime de violence. Et on a cette... Enfin, on pense que les enfants victimes de violences le sont que dans les milieux très défavorisés. Comment expliquez-vous cet angle mort qui concerne quand même la prunelle de nos yeux? Alors, la première chose, je pense que, regardez, c'est que les enfants ne votent pas. Ils manifestent pas non plus. Voilà. Est-ce que vous avez vu des manifestations d'enfants victimes de violences dans la rue? Non. Alors que les femmes peuvent se rassembler en collectif et défendre leurs droits. Mais si on prend l'exemple, en ce moment, en Hongrie, il y a des très fortes manifestations demandant la démission de Viktor Orban parce que la société a découvert qu'il y avait des violences institutionnelles dans les centres pour mineurs. Est-ce que vous avez vu de telles manifestations en France? Et il y a des violences institutionnelles dans les centres pour mineurs? Les violences sont systémiques, à la fois dans les familles et à la fois dans les lieux d'accueil, parce que, encore une fois, on en revient au fait que le travail social a été très dévalorisé, que les jeunes ne veulent plus s'engager dans les filières pour être éducateurs spécialisés, que du coup on prend des gens pas formés, et voilà ce qui arrive. J'aimerais que vous nous parliez de leur santé, parce que quand il y a violence systémique, vous intégrez les problèmes de santé dans ces violences, ou c'est une autre classification, puisque vous êtes médecin et votre engagement est basé sur l'amélioration de la santé de ces enfants dont l'aide sociale à l'enfance a la responsabilité. En fait, on sait depuis 1998, ça date pas d'hier, on sait depuis 1998 que les enfants qui sont victimes de violences risquent de perdre 20 ans d'espérance de vie si on les prend pas en charge de façon précoce. Et donc, ils ont des problèmes de santé somatique, ils ont des problèmes de santé psychique, mais ça induit aussi des problèmes de santé scolaire, si je puis dire, puisque les enfants victimes de violences vont avoir 32 fois plus de troubles des apprentissages, 7 fois plus de risques de déscolarisation. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance ne sont que 1% à pouvoir s'engager dans des études supérieures. La conséquence de ça, c'est qu'en fait, 45% de nos jeunes sans-abri de 18 à 25 ans dans nos rues, en France, en 2025, sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc il y a un moment, il faudrait que tout le monde se mobilise pour ces jeunes. C'est notre avenir quand même. Et c'est ce que vous faites, docteur Gréco, puisque vous avez créé Impact, qui est une association qui essaye de donner à ces enfants qui sont placés dans ces établissements, essayer de leur donner la culture, l'éducation, l'accès à des loisirs qui les élèvent et qui leur permettent de vivre comme non pas des enfants de familles favorisées, mais qui essaient de compenser le retard. Pour qu'une fois arrivés à 18 ans, ils ne soient pas remis dans la rue, parce qu'à 18 ans, tout s'arrête. L'aide sociale à l'enfance, elle s'arrête. Alors, malgré les lois successives et le fait que les départements n'ont pas les moyens d'accompagner ces jeunes jusqu'à 21 ou 25 ans, je vous rappelle que les jeunes Français quittent le domicile familial en moyenne à 25 ans et on demande à des jeunes beaucoup plus vulnérables d'être autonomes à 18 ans. Donc, effectivement, l'association Impact que j'ai fondée en 2022 vise à accompagner ces jeunes. On a mis en place du tutorat scolaire dans les maisons d'enfants, de l'expression artistique, on finance des bourses d'études pour les jeunes majeurs. L'idée est que aujourd'hui, on n'a pas d'ambition scolaire pour ces jeunes. Alors qu'on a des jeunes qui, comme moi j'ai été placée à l'âge de 14 ans et je voulais faire médecine. Et ça a été un peu une galère d'arriver à faire médecine. Mais j'ai trouvé sur ma route des gens qui m'ont aidé, et notamment la Fondation Bettencourt qui m'a financé une bourse d'études pour que je puisse faire des études de médecine et de recherche. Voilà, j'ai eu de la chance. Mais ça ne devrait pas être une chance. Vous-même, j'y reviens parce que vous l'avez dit très rapidement, parce que c'est pas votre habitude de vous attarder sur votre cas personnel, mais il est quand même emblématique. À 14 ans, vous quittez votre famille et vous avez quand même la volonté et un entourage reconstitué qui va vous emmener jusqu'aux études de médecine. Oui, en fait, j'ai été retirée de ma famille. J'ai subi des violences pendant 10 ans, mais venant d'un milieu très favorisé, elles n'ont pas été repérées. Et c'est une infirmière scolaire, à l'âge de 14 ans, qui a repéré ces violences et qui a fait que j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance. Alors, ça m'a sauvé la vie, mais j'y ai vu aussi les failles de ce système. Avec par exemple, quand je suis arrivée à l'aide sociale à l'enfance, je faisais 31 kilos. Bon, j'ai vu aucun médecin. 31 kilos à 14 ans. Voilà. Bon, ça n'a alerté personne. Bon, et alors, ensuite j'ai fait des études de médecine, donc je me suis un peu pris en charge. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est 90% des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, 90% n'ont pas de suivi de santé. C'est pour ça qu'avec Impact, on monte aujourd'hui des centres d'appui à l'enfance, c'est-à-dire des centres de santé capables de prendre en charge la santé somatique et psychique de ces enfants pour qu'ils puissent guérir de leurs séquelles et qu'ils ne perdent plus 20 ans d'espérance de vie. Ils ont quelle pathologie ?
Alors, c'est des enfants. Vous savez, le stress subi dans l'enfance du fait des violences entraîne des conséquences endocrinologiques, métaboliques. Donc, c'est des enfants qui vont avoir des diabètes précoces. C'est des enfants qui vont avoir des maladies de peau. C'est des enfants qui vont faire de l'asthme. C'est des enfants qui ont des problèmes dentaires. Mais 90% des enfants de l'ASE ont des problèmes de dents. C'est des enfants qui ont des problèmes d'audition, d'ouïe. C'est des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, bien entendu. Et qui vont pas s'occuper de leur santé. Ils n'auront pas de réflexe. Ah bah non. Ils n'ont pas cette habitude. Bah non, d'habitude c'est plutôt confié aux parents. Et là, c'est l'ASE qui se substitue aux parents. Et donc, voilà, 90% de ces enfants n'ont pas de suivi. Alors, vous parlez des centres que vous aimeriez développer en France. Qu'est-ce qui se fait à l'étranger? Est-ce qu'il y a des modèles étrangers qui pourraient nous inspirer et qui vous inspirent? Mais tout à fait. C'est d'ailleurs sur le modèle canadien que je me suis inspirée et le modèle de centres qui ont été créés à San Francisco, dans la région de San Francisco. Ce sont des centres d'appui à l'enfance. Donc, on a importé ce modèle, en fait, qui prennent en charge très tôt la santé des enfants qui sont repérés comme étant victimes de violences et qui ne s'arrêtent pas à leur santé psychique, mais qui prennent en charge leur santé somatique. Vous savez, les violences subies dans l'enfance entraînent 9 des 10 maladies les plus mortelles, que sont les maladies cardiovasculaires, les AVC, les démences, les cancers. Et donc, ce stress chronique qui devient toxique pour l'organisme fait que ces enfants vont avoir une espérance de vie réduite. Mais c'est réversible. On a une expérimentation qui a été terminée la fin d'année 2025, l'expérimentation Pégase, qui s'occupait de prendre en charge de façon intensive la santé des enfants placés en pouponnière de 0 à 5 ans. Et bien, Pégase a montré que 80% des enfants qui rentrent dans ces parcours de soins intensifs retrouvent des courbes de développement normales en 24 à 36 mois. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour vous aider, Céline Gréco? On arrive au terme de cet entretien. On a envie de vous dire qu'est-ce qu'il vous faut, comment on peut vous soutenir? Alors, on a besoin de parrains, de marraines, de mentors pour accompagner ces enfants, pour les sortir un peu du collectif. Bien entendu, le tutorat scolaire, l'expression artistique, les bourses d'études, tout ça, ça doit être financé. Donc, on a besoin de dons du public, en fait, pour que on puisse mettre en place ces programmes. Et puis, je crois qu'on a vraiment besoin d'une prise de conscience de notre société pour ces 400 000 enfants. Et puis, tous ceux qui ne parlent pas. Voilà, les violences sont systémiques, c'est 15% des enfants dans des pays comme la France. Il faut qu'on ouvre un tout petit peu plus les yeux, les oreilles, et qu'on puisse repérer ces enfants aussi beaucoup plus tôt. Céline Gréco, au micro de Radio Classique, merci d'être venue en parler. Merci pour votre action. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Impact, qui a un site internet facile à trouver en tapant sur internet Impact. Impact, I-M-P-A-C-T-E-S, donc Impact E-S à la fin. Et votre nom, c'est encore plus facile, Céline Gréco. Merci docteur. Merci à vous. Et bonne route pour ces enfants qui ont besoin de vous et de la générosité des Français. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres sur Radio Classique aujourd'hui, Maître Sophie Obadia et Jean-Marie Colombani.